L'avion a commencé à décoller, mais on a tout de suite senti des secousses. Pour l'Argentine Marisa Beiro, un déplacement professionnel à Buenos Aires tourne au cauchemar. J'ai mis la tête entre mes genoux parce que je savais que ça allait mal finir. Bon sang. Le vol LAPA 3142 court à la catastrophe. L'appareil a traversé une route très fréquentée, en tuant des automobilistes. Marisa Beiro va se battre, d'abord pour survivre, puis pour que justice soit faite. J'ai commencé à faire des recherches. Je voulais savoir pourquoi l'accident s'était produit. Lorsque la vérité éclate, l'Argentine est sous le choc. Pour moi, c'était sans précédent. C'est difficile d'imaginer que quelqu'un ait pu faire ça. Il est 20h à l'aéroport Jorge Newbery de Buenos Aires, la capitale argentine. Vent 0, 20 degrés, 5-9. Altimètre 30, décimale 10. Un appareil de la compagnie argentine LAPA s'apprête à décoller. C'est un Boeing 737, l'un des avions de ligne les plus vendus au monde. On y est. Marisa Beiro, commerciale en cosmétiques, vit à Cordoba. Je voyageais avec 8 collègues. Et parmi elles, il y avait ma belle-sœur, qui était aussi ma meilleure amie. Elle rentre chez elle, après un long séjour dans la capitale avec un groupe de collègues. On était partis depuis 10 jours, et le moment était venu de rentrer. D'ailleurs, on avait toutes prévu que nos familles viennent nous chercher à l'aéroport. On avait envie de rentrer chez nous et de retrouver nos enfants. En Jamaïque? Non. Commandant. Le commandant de bord du vol LAPA 3142 est Gustavo Weigel. C'est un pilote chevronné, avec plus de 20 ans d'expérience. Tout va bien? Tout va très bien. On attend le carburant. Luis Echeverry, le copilote, a plus de 500 heures de vol à son actif sur Boeing 737. 8500 kg de carburant à transférer dans les ailes. Le vol de ce soir sera rapide, puisque Cordoba se trouve à environ 650 km à l'ouest de Buenos Aires. Le temps de vol prévu est d'un peu plus d'1 heure. En plus des 2 pilotes, il y a 3 hôtesses à bord, ainsi que 95 passagers. Une chose que j'ai remarquée ce jour-là, c'est qu'il n'y avait pas les consignes de sécurité dans le dossier du siège de devant. Parce que je regarde toujours les consignes de sécurité quand je monte à bord d'un avion. Toujours. En 1999, le transport aérien est en plein boom en Argentine. Suite à la dérégulation du secteur quelques années plus tôt, des compagnies low cost comme LAPA ont connu une croissance très rapide. 135, virage à droite. Cap 060, descendez à 5000 pieds. Et maintenez position. Allez, allez. On peut considérer LAPA comme une compagnie low cost ayant gagné des parts de marché considérables dans un pays de très grande taille qui avait besoin de transport aérien. Austral 236, autorisé décollage. Roulez vers la piste. En Argentine, l'aviation commerciale est supervisée par l'armée. L'armée de l'air gère à la fois l'aviation civile et l'aviation militaire. Checklist avant mise en route. Checklist avant mise en route. Le copilote effectue les dernières procédures avant décollage. Préparation du cockpit. Effectuée. Et les hôtesses préparent la cabine pour le décollage. On avait acheté quelques magazines pour le vol. Certaines de mes collègues prenaient l'avion pour la première fois et je leur ai donné des chewing-gums pour les aider à supporter le changement de pression. On feuilletait les magazines, on était très détendus. Prêt au roulage. 31-42. 31-42, prêt au roulage. Charlie 5 vers piste 1-3. Charlie 5 vers 1-3. L'aéroport Jorge Newbery n'a qu'une seule piste et les départs ont pris un peu de retard. Bonsoir, mesdames et messieurs. Notre personnel de cabine est à votre service. Monsieur Echeverry, le copilote et moi-même.
Vous souhaitons un agréable vol. Venez dîner à la maison. Super. On amène quoi? Amenez un dessert. Les membres d'équipage semblaient avoir des relations très proches. On avait l'impression qu'ils se connaissaient depuis longtemps et qu'ils n'étaient pas seulement des collègues, mais aussi des amis. J'étais assise près de la cabine de pilotage et j'ai remarqué que la porte était entrouverte. D'habitude, la porte est toujours fermée, mais là, ce n'était pas le cas. On va décoller, tu devrais retourner en cabine. Ok les gars, c'était un plaisir. À tout à l'heure. Dépêche-toi. Autorisé décollage, l'APA 3142. Décollage. L'avion a commencé à rouler, à accélérer, et on est arrivé à ce moment où on sent qu'il prend la vitesse nécessaire pour décoller. Mais dès que l'appareil quitte le sol, il apparaît que quelque chose ne va pas. L'avion a commencé à décoller, mais on a tout de suite senti des secousses, comme s'il allait partir en pièces. J'ai mis la tête entre mes genoux, parce que je savais que ça allait mal finir. On a compris tout de suite que la situation était grave. Bon sang. Fonçant à 160 nœuds, soit près de 300 km/h, le Boeing 737 reprend brutalement contact avec la piste. Il y avait une zone de prolongement dégagée au bout de la piste, mais l'appareil a continué d'avancer à une vitesse relativement élevée. Sur la trajectoire de l'appareil se trouve une route très fréquentée et une station de distribution de gaz. Stop, 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 stop! Ça a été très vite. J'ai regardé mes amis et puis j'ai mis la tête entre mes genoux. Non, 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 non! L'appareil a traversé une route très fréquentée, sans avertissement, en tuant des automobilistes. Non! 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 Je me suis retrouvée dans le noir, l'obscurité totale. Et c'était comme si tous les gens autour de moi avaient disparu. J'étais écrasée entre le siège de devant et le dossier du mien, qui avait été poussé vers l'avant. Et je sentais une chaleur extrême autour de moi. J'étouffais. Il fallait que je sorte, mais je n'arrivais pas à détacher ma ceinture. Urgence, le vol LAPA 3142 vient de s'écraser. Les services de secours se ruent sur les lieux, car chaque seconde compte pour les survivants à bord. Le Boeing 737 est englouti par les flammes. À ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir. Et puis, il s'est passé quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. Peut-être que c'était un ange ou Dieu, je ne sais pas. Mais quelqu'un a détaché doucement ma ceinture. Et j'ai entendu une voix dire « Sors !» Luttant pour sortir de l'appareil, Marissa voit qu'aucune de ses amies n'a survécu. Elles étaient toutes déjà mortes. Elles sont mortes sur le coup. Malgré les graves blessures qu'elle a subies, Marissa a la chance de compter parmi les survivants. Certaines sorties de secours n'étaient pas accessibles à cause de l'incendie. Ce qui signifie que, malheureusement, un grand nombre de passagers n'ont pas pu sortir de l'appareil. L'avion était entouré de flammes. Les passagers appelaient au secours. Avec de l'aide, j'ai pu en faire sortir 4. Mais j'ai vu des corps en flammes. C'était horrible. Parmi les victimes, on compte 60 passagers, 3 membres d'équipage et 2 automobilistes. C'est une catastrophe d'une ampleur sans précédent en Argentine. C'était un accident de grande envergure impliquant des voitures et une station de distribution de gaz naturel.
Et il y a eu un gros incendie qui a duré longtemps. Donc, c'était une catastrophe aérienne majeure. La nouvelle du crash se répand rapidement à travers Buenos Aires. Certains membres du bureau d'enquête argentin habitent à proximité. Ils arrivent sur place en quelques minutes. Les experts peuvent ainsi observer le site juste après le crash, une occasion rare. Beaucoup de fumée, visibilité mauvaise. Horacio La Rosa est enquêteur en chef. On essaie de se concentrer sur son travail et de rechercher les détails qui seront plus difficiles à voir par la suite, quand les services de secours auront fini leur intervention. Donc il faut être extrêmement attentif pour faire en sorte de ne pas passer à côté de quelque chose. C'était ma première expérience d'un accident majeur. Et même si on est formé pour affronter ce genre de situation, rien ne peut vraiment préparer à voir une telle catastrophe. Avec autant de mouvements d'ambulance, de blessés, de voitures de police, etc. C'était une situation très difficile. Les 2 pilotes sont morts. D'accord. Merci. Le commandant de bord et le copilote ayant tous les deux trouvé la mort, les débris calcinés constituent le seul espoir de comprendre la cause de l'accident. La première chose à faire, c'est une inspection visuelle du site. Il faut étudier tous les éléments et essayer de se mettre en situation, ce qui est très difficile quand les dégâts sont aussi importants. Ils décollent là. Ils quittent à peine le sol. Ils sortent de la piste ici et l'avion termine sa course là. Le Boeing 737 étant un appareil américain, le NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports aux États-Unis, envoie une équipe sur place. On est là pour vous aider. J'étais accrédité par le gouvernement américain pour participer à l'enquête officielle. Rodrigo. Enchanté. C'est une affaire qui a fait grand bruit en Argentine. Et il y avait une forte pression sur l'équipe d'enquête pour apporter rapidement des réponses claires. Dans le cas d'un accident au décollage, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, notamment tout ce qui concerne les moteurs. Est-ce qu'ils produisaient la puissance nécessaire? Quand on observe les moteurs après un accident, il y a certains signes qui indiquent très clairement s'ils tournaient ou s'ils ne tournaient pas. Regardez là et là. On dirait que les aubes tournaient. Le type de dégâts subis par les aubes de rotor indique que les réacteurs fonctionnaient normalement au moment du crash. Il n'y a donc pas eu de panne moteur. Regardez ça. Cependant, les enquêteurs remarquent autre chose au niveau des moteurs. Quelque chose de troublant. Un des inverseurs de poussée est déployé. Je me souviens très bien que le capot de cet inverseur de poussée semblait ouvert. Les inverseurs de poussée ne doivent être déployés qu'au moment d'atterrir. Ils permettent de freiner l'appareil en redirigeant les gaz d'échappement. Il y a des capots qui s'abaissent vers le flux des fumées d'échappement. D'une certaine façon, c'est comme une marche arrière qui permet de ralentir l'appareil en mouvement. Le déploiement d'un inverseur au décollage pourrait causer un déséquilibre de poussée fatal. Il était très important de déterminer comment ces inverseurs de poussée avaient pu se retrouver dans cette position. Regardez. Les volets ne sont pas sortis. En examinant les ailes de l'appareil, les enquêteurs font rapidement une autre découverte importante. J'ai pu voir, avec quelques-uns de mes collègues, que les volets de l'appareil n'avaient apparemment pas été déployés. Dégagez-moi ce bout d'aile. Au moment du décollage, les pilotes de Boeing 737 doivent toujours déployer les volets. Ceux-ci permettent d'agrandir la surface des ailes et donc d'augmenter la portance. Sans cela, un Boeing 737 à pleine charge ne peut pas quitter le sol. Les enquêteurs doivent donc établir pourquoi les volets se trouvent dans cette position. Se sont-ils rétractés au moment du crash? Ou bien n'ont-ils pas été déployés du tout? Quand on voit une anomalie comme celle-là, la position des volets, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que quelqu'un a rentré les volets? Ou bien est-ce que ça peut s'expliquer par un dysfonctionnement électronique ou hydraulique?
Il faut étudier tout le système. En conséquence, il fallait rassembler le maximum de données pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et pouvoir le prouver. Les capots d'inverseurs de poussée nécessitent une étude approfondie, de même que les volets. Mais les enquêteurs doivent d'abord se concentrer sur la recherche des boîtes noires. Les boîtes noires jouent un rôle crucial dans une enquête sur un accident aérien. Ce sont souvent les preuves décisives dans une enquête. Les enregistreurs de bord sont rapidement retrouvés. Mais il y a un problème. Comme les inverseurs de poussée, les deux boîtes noires sont gravement endommagées et l'Argentine ne dispose pas d'un laboratoire capable de les analyser. Il faut envoyer les boîtes noires à Washington, à plus de 8000 km au nord, ce qui fera perdre un temps précieux à l'enquête. Il y avait beaucoup de pression pour récupérer rapidement les informations de l'enregistreur de conversation et de l'enregistreur de bord. Il fallait rassurer le public et les médias pour montrer que l'enquête avançait et qu'elle avançait vite. Les enquêteurs ne disposent pour l'instant que d'un ou deux éléments troublants pour satisfaire la soif de réponse de tout un pays. Comment expliquer le terrible drame du vol l'APA 3142 ? L'épave du Boeing se trouve dans un quartier fréquenté de la capitale argentine. Je ne veux rien laisser ici. On emmène tout. Parmi les milliers de débris, la moindre pièce pourrait fournir un indice important. On a pu emporter les débris dans un hangar, aménagé spécialement. Là, on avait la possibilité d'étaler tous les mécanismes, de prendre des photos détaillées de l'épave et aussi de relever les mesures des instruments restants. Le témoignage du contrôleur aérien est également recueilli. Les enquêteurs veulent le maximum d'informations sur la tentative de décollage. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'anormal? On avait du retard. Il y avait beaucoup de trafic. Voilà la liste des appareils qui ont décollé. Il apparaît que le vol 3142 n'a pas décollé à l'heure prévue. Par ailleurs, le contrôleur aérien signale que les contacts radio étaient inhabituels. Autorisé décollage, l'APA 3142. Décollage. Le copilote ne répétait pas toujours les instructions comme le veut la règle, et il ne donnait pas son indicatif d'appel. Si quelque chose vous revient, appelez-moi. Très bien. En dehors de cela, le contrôleur ne peut malheureusement pas fournir beaucoup de nouvelles informations. La catastrophe du vol LAPA 3142 n'a pas encore livré tous ses secrets. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Aucune idée. Après être sorti du périmètre de l'aéroport, le Boeing 737 a percuté une station de distribution de gaz. Pour les enquêteurs, la proximité d'une telle installation avec les pistes est problématique. La présence de ce bâtiment public qui assurait la distribution du gaz soulevait des questions. La proximité de l'installation industrielle mène les enquêteurs à examiner les autres facteurs de risque de l'aéroport. Nous avons étudié la longueur de la piste d'atterrissage. 2100 mètres. La piste était-elle suffisamment longue pour qu'un Boeing 737 à pleine charge puisse décoller en toute sécurité? Nous avons demandé à un ingénieur performance d'étudier l'accélération, les distances, les caractéristiques de l'appareil. Il a pris toutes les mesures sur la piste et il a fait les calculs. Ils auraient dû pouvoir décoller. La conclusion finale, c'était que la piste était suffisamment longue. Les enquêteurs ne trouvent aucun indice suggérant que la piste avait contribué à causer l'accident. Même si c'est un aéroport urbain, avec tout ce que cela implique, les infrastructures étaient insatisfaisantes. Les enquêteurs continuent de chercher des réponses. Bon, on va commencer par le plus évident, les inverseurs de poussée. Une fois que les débris ont été transportés dans le hangar, nous avons pu examiner en détail les dégâts subis par les surfaces métalliques extérieures, notamment les inverseurs de poussée. C'est bien amoché. Les enquêteurs constatent des dégâts sur l'inverseur de poussée qui ne semblent pas dus à l'impact avec le sol. Une balise lumineuse endommagée, retrouvée en bout de piste, fournit alors un indice. Il n'y a aucun autre élément qui aurait pu percuter ça.
L'inverseur de poussée étant la seule pièce assez basse pour toucher une balise, il a forcément été déployé avant la collision avec le sol. Donc nous savions qu'un capot d'inverseur de poussée avait percuté une balise lumineuse en bout de piste, ce qui confirmait clairement qu'un inverseur de poussée avait bien été déployé. L'inverseur de poussée fournit donc une explication possible pour le crash. L'autre étant les volets, qui ne semblaient pas avoir été sortis. Les volets jouent un rôle extrêmement important parce qu'ils permettent de décoller et d'atterrir à une vitesse moins élevée. Les pilotes du vol 3142 avaient-ils bien sorti les volets pour décoller? Afin de répondre à cette question cruciale, les enquêteurs examinent en détail tout le mécanisme, tous les câbles et pignons, jusqu'à la moindre vis. Le vérin a l'air OK. La pièce permettant d'actionner les volets s'appelle un vérin à vis. Le mécanisme fonctionne de façon similaire à un cri de voiture. La vis tourne en entraînant un écrou dont le déplacement permet de déployer ou de rentrer les volets. Cet écrou avance ou recule sur la vis et il s'arrête à différents endroits, indiquant le degré de déploiement des volets, de la position 0 à un bout jusqu'à une position de déploiement complet à l'autre. En examinant les vérins, les enquêteurs découvrent un indice crucial. Nous avons constaté que les écrous étaient dans la position rétractée. En conséquence, les volets n'étaient pas sortis lorsque l'appareil accélérait sur la piste. Il est impossible que la vis ait bougé pendant l'accident, parce que l'écrou et le filetage sont très solides. Donc l'écrou ne peut pas se déplacer accidentellement. Nous avons retrouvé 6 des 8 écrous et ils étaient tous dans la même position. Dans le cockpit, le levier des volets confirme cette conclusion. Il est abîmé, mais il est clairement dans la position volet rentré. Le levier avait laissé une marque dans la position volet rentré. Donc c'était impossible qu'il ait bougé pendant l'accident. Tous les indices mènent ainsi à une conclusion déroutante. Les pilotes auraient négligé de sortir les volets pour décoller. Décollage. Les enquêteurs doivent alors répondre à une question plus difficile encore. Comment peut-on essayer de décoller avec les volets dans cette position? Le cockpit du Boeing 737 est équipé de systèmes de sécurité, justement conçus pour empêcher les pilotes de tenter un décollage sans volet. On approche de la piste 1-3, la pas 3142. Les enquêteurs s'interrogent. Ces systèmes de sécurité ont-ils été défaillants le jour de l'accident? Ils examinent un voyant du tableau de bord qui s'allume lorsque les volets sont correctement déployés pour le décollage. Si le système était défectueux, l'ampoule s'est peut-être allumée alors que les volets n'étaient pas déployés, ce qui aurait induit les pilotes en erreur. Pour comprendre ce qui avait pu se passer, nous avons dû recouper énormément d'informations. C'était un long processus d'analyse. Lorsqu'une ampoule est éteinte, le filament est froid et cassant. Et après le crash d'un avion, on constate généralement que l'impact a brisé les filaments froids. En revanche, le filament chaud d'une ampoule allumée a plutôt tendance à se déformer. La minuscule ampoule fournit ainsi un indice important. Le filament est cassé. Le voyant des volets n'était pas allumé. Le filament a été analysé et nous avons constaté que l'ampoule était éteinte. Décollage. Le voyant des volets fonctionnait donc correctement. S'il n'était pas allumé, c'est parce qu'à aucun moment les volets n'ont été déployés. Pourtant, les pilotes ont tout de même tenté de décoller. Alors, comment l'expliquer? Les enquêteurs savent que le cockpit du Boeing 737 dispose de systèmes redondants afin d'améliorer la sécurité. En plus du voyant lumineux, il y a donc une alarme sonore qui se déclenche lorsque l'on tente de décoller sans volet. L'alarme a dû sonner dès qu'ils ont commencé à rouler. Comment expliquer que le système d'alarme n'ait pas signalé le problème à l'équipage? Il fallait vérifier si cette alarme sonore avait fonctionné correctement ou non.
En 1987, un équipage de la compagnie Northwest Airlines oublie de sortir les volets en tentant de décoller à Détroit. Le crash fait 156 victimes. Par la suite, l'enquête a montré que l'alarme conçue pour empêcher ce type d'accident n'avait pas sonné, car les pilotes avaient sorti un fusible pour la désactiver. Ils ne voulaient pas entendre l'alarme pendant le roulage vers la piste. Les pilotes du vol 3142 auraient-ils fait la même chose? Ont-ils délibérément désactivé le système de sécurité? Tout est normal. Nous avons examiné le fusible qui se trouve derrière le copilote pour vérifier s'il avait été débranché. Mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas et que tout fonctionnait normalement. Si les pilotes n'ont pas délibérément désactivé le système d'alarme, c'est qu'il doit y avoir une autre explication au crash. Pendant ce temps, la colère continue à monter à travers l'Argentine. L'opinion publique exige des réponses. C'était une catastrophe majeure en Argentine, telle que le pays n'en avait jamais connue. Bien entendu, quand je rentrais chez moi et que j'allumais la télévision, on parlait du crash sur toutes les chaînes. Mais il faut rester professionnel et essayer de ne pas se laisser influencer par ce qu'on dit dans les médias. A partir del accidente de Lapa, del avión de Lapa, en un cierto colapso. Affichez les données sur l'écran. Les données des boîtes noires, indices déterminants, arrivent enfin de Washington. Les enquêteurs espèrent qu'elles leur permettront de savoir exactement ce qui s'est passé à bord du vol 3142 au moment du décollage. Bien. Voyons la position des volets et la performance moteur. L'enregistreur de données de vol avait conservé 10 paramètres sur les 11 prévus. C'est bien ce qu'on pensait. Pas de volet. Les données confirment les premières constatations de l'enquête. C'était l'un des paramètres les plus importants, les volets. Ils sont restés en position 0 sur toute la piste, sans aucune modification. Pas de problème moteur. Quand nous avons regardé le rapport de pression des moteurs, cela a confirmé l'idée qu'il s'agissait bien d'une tentative de décollage normale. L'enregistreur de données de vol n'indique pas si les inverseurs de poussée ont été déployés. Mais les données moteurs constituent un indice important. Les inverseurs ont dû être déployés là. Au moment où les inverseurs sont déployés, les pilotes augmentent également la poussée afin d'obtenir un freinage plus puissant. Les données de la boîte noire laissent supposer qu'au dernier moment, les pilotes ont déployé les inverseurs et augmenté la poussée, dans une tentative désespérée d'éviter la catastrophe. Le rapport de pression des moteurs a augmenté, puis baissé, très clairement. Et puis, il a augmenté à nouveau, certainement lorsque les inverseurs ont été actionnés. On revient à l'affichage global. Les inverseurs n'ont rien à voir avec l'accident. Montrez-nous la vitesse. Les données des boîtes noires montrent également que la vitesse et la longueur de piste étaient suffisantes et que l'appareil aurait pu décoller en toute sécurité si les volets avaient été sortis. Alors, voilà ce que montrent les données. À V1, ils sont là. Et ils ont encore 840 mètres de piste devant eux. Quand on arrive à la vitesse V1, on ne peut plus annuler le décollage, parce que la longueur de piste restante n'est pas suffisante pour s'arrêter. Sans volet, il décroche. L'appareil reprend contact avec le sol ici. Il reste 50 mètres de piste, impossible de s'arrêter à temps. C'est alors une question troublante qui s'impose aux enquêteurs. Jusqu'ici, ils auraient pu annuler le décollage sans risque, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Bon sang. Comment un équipage expérimenté a-t-il pu tenter de décoller sans volet? Cette énigme semble être au cœur de l'enquête. Non. On se demande comment cela a pu arriver. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cockpit, dans cet avion et dans cette organisation qui fait que cet équipage a négligé une étape indispensable pour voler?
Les enquêteurs se tournent vers l'enregistreur phonique. C'était la seule possibilité que nous avions. Tout va bien? Tout va très bien. Ils commencent par écouter ce qui s'est passé juste avant le décollage. On attend le carburant. Et à part lui, il y a un autre type qui t'intéresse? Ouais, mais tu le connais pas. Je l'ai pas vu depuis un moment. Les enquêteurs sont stupéfaits en découvrant ces échanges. Ça devient compliqué entre nous. Tu me brises le cœur. Le manque de professionnalisme de l'équipage est flagrant. Ils devraient être en train de suivre les checklists. La règle, c'est ce que l'on appelle le cockpit stérile. Entre le démarrage des moteurs et le moment où on arrive à 10 000 pieds, on doit parler uniquement des procédures opérationnelles. On n'évoque pas ses problèmes personnels, on ne parle pas d'autre chose, pour éviter toute distraction. Venez dîner à la maison. Super, on amène quoi? Amenez un dessert. Checklist avant mise en route. Checklist avant mise en route. Ils parlent de se retrouver pour dîner, ils parlent de leur vie amoureuse. Et tout ça au milieu de la checklist. Tu sais que tu peux compter sur moi? Je suis pas comme toi. N'importe quoi. Tu dis ça quand ça t'arrange. Préparation du cockpit. Effectué. La checklist est interrompue et n'est pas suivie correctement. Le dîner, son petit copain, les préparations du cockpit. Les procédures normales ne sont pas respectées et aucun des deux ne réagit. Il y a les volets dans cette checklist? Ils ne les mentionnent même pas? Frein de parc. Mais Papier. on n'a pas de papier. Je ne sais même pas quelle checklist ils suivent. Anti-givrage. Off. Manette. Ralenti. Prêt au roulage, 31-42. 31-42, prêt au roulage. Charlie 5 vers piste 1-3. Charlie 5 vers 1-3. Aucune mention des volets et ils commencent à rouler. On approche de la piste 1-3, l'appât 31-42. Ne fume pas tout, laisse-moi une taf. Quelques phrases confirment alors une fois pour toutes le comportement irresponsable de l'équipage. Tu sais que ça donne des rides. Merci. Ils fument dans le cockpit. Il se passait une cigarette qu'ils ont partagée à trois. Or, il est strictement interdit de fumer dans le cockpit. On va décoller, tu devrais retourner en cabine. Ok, les gars. La raison pour laquelle les pilotes n'ont pas sorti les volets apparaît désormais clairement. Dépêche-toi. C'est un mélange fatal de distraction et de négligence. Autorisé décollage, l'appât 31-42. Reste à savoir si les pilotes ont entendu une alarme signalant un grave problème au moment de l'accélération. Décollage. Il était très important de vérifier si on entendait le son d'une alarme sur l'enregistrement. C'est ça. Le son de l'alarme était fort. Et on l'entendait parfaitement sur l'enregistrement, à plusieurs reprises. C'était une alarme de configuration qui indiquait que dans cette situation, l'appareil ne pouvait pas voler et qu'il était impossible de décoller en toute sécurité. C'est quoi ça? C'est à gauche. Incroyablement, les pilotes ne semblent guère s'inquiéter de l'alarme. Je sais pas ce que c'est. Tout a l'air ok. Faites pause. Ils l'ont ignoré. Le commandant entend l'alarme de configuration. Il la mentionne 2 fois. Il dit qu'il ne sait pas ce que c'est, pourtant il n'annule pas le décollage. Lecture. 80 nœuds. Check. Ça fait 36 secondes qu'ils entendent cette alarme sonner. V1. L'alarme de configuration est tellement forte qu'on n'entend presque plus les voix des pilotes. Rotation. Elle est conçue spécialement pour avertir les pilotes qu'il faut annuler le décollage. Les enquêteurs sont perplexes. Comment les pilotes ont-ils pu oublier l'une des procédures de décollage les plus élémentaires? Et ensuite, ignorer l'alarme, à la fois bruyante et insistante, conçue spécifiquement pour empêcher cette erreur. Je crois qu'ils n'ont pas compris l'importance de cette alarme. Elle signalait pourtant quelque chose de critique pour le décollage. La négligence des 2 pilotes a coûté la vie à 65 personnes.
Reste à savoir comment cet équipage a pu se retrouver aux commandes d'un avion de ligne. Quand on voit le comportement des pilotes, cela soulève des questions non seulement sur les individus, mais aussi sur la compagnie et la façon dont elle était gérée. Stop, 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 stop! Quel genre de pilote c'était? Cela fait partie de la procédure standard dans une enquête, d'étudier les dossiers de formation des pilotes. Les enquêteurs constatent que le commandant Weigel avait plus de 20 ans d'expérience. Son dossier ne mentionne aucun accident sérieux. Néanmoins, plusieurs éléments montrent qu'il était sur une pente glissante depuis assez longtemps. Pas vraiment un dossier sans tâche. En ce qui concerne le commandant, des défauts avaient été signalés à plusieurs reprises et sur différents appareils. Il était noté qu'il réagissait lentement aux situations d'urgence ou aux situations critiques. Manque de coordination dans le cockpit, mauvaise connaissance des procédures. Ah. De multiples manquements ont été signalés au fil des ans. On se demande comment il a pu conserver sa licence et pourquoi il a été promu. Au-delà même de sa promotion, les enquêteurs en viennent à se demander pourquoi la compagnie LAPA a engagé le pilote. Un examen approfondi des comptes de la société apporte alors une explication possible. La croissance de la compagnie a été si rapide qu'elle semble avoir eu des difficultés pour conserver un bon niveau de formation et de suivi des pilotes. Quand une compagnie connaît des changements majeurs, il arrive souvent que certaines choses se relâchent, comme la discipline dans le cockpit, parce qu'il y a un manque de vigilance. Leur succès les a perdus. C'est toujours un facteur de risque. Quand une compagnie grandit brutalement et qu'il y a tout à coup beaucoup plus d'appareils, d'équipages et de passagers à gérer. Si cette phase de croissance n'est pas bien négociée, cela entraîne forcément des risques supplémentaires. Tout va bien? Tout va très bien. Les défaillances de la compagnie sont particulièrement difficiles à accepter pour les victimes. Marissa Beiro a perdu 8 amis et reste marquée dans sa chair par l'accident. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'avais des brûlures sur 60% du corps. Ma trachée était gravement brûlée parce que j'avais inhalé de la fumée très chaude. Aujourd'hui, ça ne se voit pas du tout. Mais mon dossier médical montre que j'ai vraiment frôlé la mort. Pendant les 5 premiers mois de mon hospitalisation, je n'avais pas le droit de regarder ou d'écouter les informations au sujet de l'accident, ni d'en parler. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches et à suivre les rapports d'enquête, à lire des choses sur la vie du pilote. Je voulais savoir si des règles n'avaient pas été respectées et si oui, comment cela avait pu se produire. Lorsqu'elle apprend enfin la cause de toutes ces souffrances, Marissa est horrifiée. L'alarme a sonné pour signaler que les volets n'étaient pas bien configurés. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait? En raison de leur manque de vigilance, 6 anciens dirigeants de la compagnie sont accusés de négligence criminelle ayant causé la mort. Marissa Beiro représente les victimes durant le procès. J'ai perdu 8 amies, elles sont toutes mortes. Au final, personne ne sera envoyé en prison. Je me suis mise à la place de mes amis pour essayer de les défendre devant tant d'injustice. Non, 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 non! Stop, 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 stop! J'étais en colère, furieuse, et je voulais une explication. Pourquoi? Non, non, non! Dans leur rapport final, les enquêteurs insistent sur la nécessité pour les équipages de toujours respecter le principe du cockpit stérile. Cette règle limitant les conversations afin d'éliminer les distractions au moment clé du vol. Les enquêteurs appellent également à améliorer la formation pour que les pilotes puissent identifier les alarmes et y réagir correctement. Les 20 dernières années ont vu d'énormes progrès dans la sécurité aérienne en Argentine. Globalement, on peut dire que le crash du vol LAPA a été l'élément déclencheur des progrès du transport aérien en Argentine. C'est l'objectif final de toutes les enquêtes, améliorer le système. C'est à ça que servent les enquêtes. Il y a toujours des leçons à tirer d'un accident. Et il faut les transmettre
pour permettre à la sécurité aérienne de progresser.